Mon invité aujourd'hui, c'est Didier Ridoré, le président de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment, un secteur déprimé qui devrait connaître une année noire avec une baisse d'activité de plus de 3%, plombé par un niveau de construction et de mise en chantier au plus bas et qui s'estime victime de concurrence déloyale. Bonjour Didier Ridoré. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors, la situation est-elle si noire que ça? Vous aviez mené des opérations médiatiques en début d'année et vous étiez devant les sénateurs, la commission des affaires économiques il y a quelques jours pour effectivement dresser donc un bilan sombre, si je dois résumer, donc les mises en chantier, le chiffre d'affaires en berne et puis la trésorerie absente. Absolument. Sur les trois sujets que vous venez d'évoquer, je confirme tout à fait. Nous avons un outil de production aujourd'hui qui est extrêmement perturbé, extrêmement malade. Je rappelle que les entreprises de bâtiment, effectivement, s'il y a quelques majors qui cumulent un certain nombre d'effectifs très importants, il y a énormément de PME et de TPE. Et ce tissu de PME-TPE aujourd'hui est très atteint. Il est très atteint par les facteurs que vous venez d'évoquer. Mais en fond d'écran, je dirais, c'est évidemment le manque de volume qui aujourd'hui crée cette tension sur notre outil de production. Alors on va revenir effectivement sur comment réamorcer la pompe en quelque sorte de la construction. C'est vrai que vous attendez par exemple seulement 313 000 logements cette année et des mises en chantier, je le disais tout à l'heure, qui pourraient atteindre un plancher historique depuis au plus bas depuis près de 50 ans. Alors ça veut dire quoi en termes de personnel, d'embauche ou plutôt de désembauche? On peut s'attendre à des milliers de suppressions d'emplois dès cette année? Alors sur 2013, nous avons annoncé déjà depuis le mois de novembre. Ouais. Vous voyez que nous avons déjà communiqué sur ce sujet d'une manière importante. Depuis le mois de novembre, nous disons que sur l'année 2013, notre secteur perdra à peu près 40 000 emplois. Nous en avons perdu quasiment 15 000 en 2011, donc ce qui est quand même assez considérable. Ouais. Et sur 2013, nous allons en perdre à peu près 40 000. Donc on fait grand bruit, et on a raison lorsqu'il y a des usines qui ferment avec des 2 000 ou 3 000 emplois qui sont malheureusement perdus. Mais vous voyez que le bâtiment demain, c'est quasiment une usine d'Aulnay tous les mois. D'autant plus que ce sont des emplois pas forcément délocalisables, voire pas du tout délocalisables, et qui sont aussi une pompe à aspiration quelque part pour les jeunes. Absolument. Ouais. Nous avons énormément de jeunes dans nos métiers, mais ce qui est important de souligner, c'est que nos métiers ont une inertie assez importante en termes d'activité. Une bonne décision, on l'a vu par exemple avec le dispositif Cellier, qui était un dispositif puissant, qui a été très vite compris par nos concitoyens et qui a permis de relancer l'activité d'une manière extrêmement sensible. Et entre le moment où le dispositif Cellier est rentré en œuvre, il a fallu à peu près 18 mois. 18 mois avant d'en voir, ce qui signifie qu'aujourd'hui, comme nous sommes en attente de décisions fortes, ça signifie que déjà, le début d'année 2014 sera déjà un mauvais début d'année. Donc, nous sommes à peu près sûrs que sur 2014, nous aurons encore des pertes d'effectifs. Alors, nous en perdons depuis 2008 maintenant. Donc, hormis l'année 2011 qui a marqué une petite reprise d'effectifs, nous sommes depuis 2008 en perte d'emploi. Donc nous disons que nous ne pouvons pas continuer comme ça, parce que c'est un outil de production qui est tout à fait remarquable, qui est certainement un des plus puissants d'Europe, que nous sommes en train de casser. Et vous savez qu'avant de retrouver un outil de production, il faut énormément d'années. Donc nous alertons régulièrement. Ça a été un des objectifs, bien évidemment, de l'opération Trop c'est trop. Nous alertons le gouvernement et les pouvoirs publics en disant « Attention, l'outil de production en France est en train de mourir ». Et il faut absolument faire quelque chose. Bon, alors ça veut dire qu'il n'y a pas que l'industrie, parce que je regardais effectivement les effectifs, donc les emplois dans le bâtiment, c'est à la fois l'industrie automobile, si on doit comparer, plus l'énergie, plus les transports, et vous ne manquez jamais de mettre ça en avant. Je pourrais même rajouter, si vous le permettez, c'est 2 fois l'activité banque plus assurance. Alors comment est-on arrivé à une telle situation aujourd'hui? Vous le disiez, l'inertie est très forte, bien évidemment, dans vos secteurs. La conjoncture est en berne, tout le monde le devine bien. Il n'empêche, on est là sur des tendances particulièrement lourdes, vous le disiez. Je répète ma question, comment a-t-on pu en arriver là? Manque de projection, en quelque sorte? Eh bien, nous en sommes arrivés là, à mon avis, parce qu'il y a eu cette crise, quand même, nous l'oublions
n'oublions pas de 2008, puisque la courbe a commencé à s'infléchir d'une manière très sensible en 2008. Parce que sur l'immobilier, si vous voulez, quand vous achetez un bien immobilier, bien évidemment, vous vous projetez dans l'avenir. Vous empruntez sur une durée très longue. Donc, obligatoirement, si vous n'avez pas confiance dans cet avenir, vous n'allez pas faire cet acte d'achat immobilier. Même si vous avez des besoins, eh bien vous allez le reporter. Et il faut bien dire que depuis 2008, le fond d'écran me semble particulièrement sombre. Ouais. Et les Français, eh bien, se posent beaucoup de questions en disant est-ce que c'est le moment d'acheter, etc., etc. Donc il y a déjà, vis-à-vis de l'achat immobilier, un réflexe d'interrogation et d'attente. Mais alors, est-ce qu'on n'a pas aussi trop construit à nouveau avec trop d'incitation et en quelque sorte le gouvernement aujourd'hui, d'après son discours, essaye de se battre contre ça et qu'on a une espèce de spirale qui fait que le cellier, vous le disiez, a extraordinairement bien marché, mais ça a coûté cher. Mais c'est vrai que ça a eu un effet d'entraînement très important, peut-être trop, et qu'on le paye aujourd'hui. Je ne pense pas, parce que quand vous regardez les chiffres de la démographie, c'est un des points forts de notre activité économique, c'est que nous avons... Et de notre pays, oui. Et de notre pays. Nous avons un taux de naissance qui est tout à fait remarquable, et donc nous avons des besoins. Quand en plus vous cumulez le retard que nous avons pris en termes de construction de logements, d'ailleurs, ça a été un des thèmes du colloque que nous avons tenu ces derniers jours, les rencontres du bâtiment. Y a-t-il une bulle immobilière? Non, il n'y a pas de bulle immobilière. Il n'y a pas d'immobilier. Nous avons aujourd'hui une sous-offre de logements, ce qui signifie que c'est tout à fait remarquable d'ailleurs en Europe, puisque si vous prenez un certain nombre de pays, c'est plutôt le contraire. Il y a plutôt une suroffre de logements. En France, il n'y a pas de suroffre de logements. D'ailleurs, quand vous regardez le nombre de logements aujourd'hui construits, terminés, qui ne sont pas vendus... Oui, il y en a peu. Le stock est assez faible. 4 000 ou 5 000 logements. Oui. Donc, il y a un véritable besoin. Alors certes, ce besoin n'est pas identique partout. On sait bien que seules les grandes zones métropolitaines où il y a des grands bassins d'emploi sont en tension. Dans les, on va dire dans les secteurs ruraux, c'est loin d'être le cas. Et donc vous avez dans ces grandes métropoles des besoins tout à fait considérables. Le problème, c'est qu'on se heurte en matière de construction à un certain nombre d'obstacles, tels que le permis de construire, qui aujourd'hui dont le pouvoir, je dirais, en quelque sorte, est détenu d'attribution ou de non-attribution par les maires. Cela nous pose, nous semble-t-il, et je pense que beaucoup de parlementaires en sont tout à fait conscients, cela nous pose un problème, puisqu'on s'engage dans une limitation de l'offre foncière et de la construction par, justement, cette attribution du permis ou du non-permis, en quelque sorte, au niveau du maire. Bon, mais on va y revenir, ça, Didier Ridoré, parce que dans les tablettes du gouvernement, il y a quand même donc la loi Duflot qui doit arriver en fin de cette première partie d'année et qui prévoit justement de moindres recours abusifs sur les permis de construire, le fait qu'il y ait une intercommunalité qui puisse décider d'octroyer le permis de construire. Donc là, on est quand même, a priori, sur une amélioration. Mais je voudrais revenir sur cette politique que vous, peut-être vous dénoncez, j'imagine, qui serait de croire qu'on peut s'en sortir en cassant les prix. Pour vous, c'est par l'offre qu'il faut agir. Mais je pense que les prix ne vont pas descendre. Ouais. D'ailleurs, je pense que tout le monde s'accorde à dire que les prix, bon, il y aura certainement une légère décroissance des prix, mais dans certaines zones, on imagine évidemment par Île-de-France, très tendues, les prix ne vont pas baisser d'une manière plus sensible qu'on peut l'imaginer. C'est un problème d'offre. À partir du moment où vous avez une demande qui est en permanence soutenue, je ne vois pas comment les prix vont baisser. Donc ça signifie qu'il faut construire au contraire. Il faut construire pour que nous ayons non plus des zones tendues, mais des zones détendues, et qu'ainsi les prix puissent baisser. Donc il ne faut pas se tromper, je dirais, de raisonnement. Il faut construire pour que ces prix baissent. C'est ça l'objectif. Alors, mais vous ne croyez pas, et on revient aux éternels critiques qui sont faites sur la bulle immobilière, même si il n'y en a pas, que ça se ferait au détriment de la compétitivité de l'industrie, de relancer en quelque sorte l'immobilier via la construction. Vous avez vu que le gouvernement s'interroge sur cette problématique et que des voix s'élèvent pour dire que c'est l'industrie qu'il faut défendre.
Alors, le gouvernement s'interroge et certains vont même plus loin puisqu'ils sont dans l'affirmation. Hein. Oui, Je oui. pense à un certain ministre qui s'est déclaré sur le sujet d'une manière tout à fait claire. Bon, alors il y a Arnaud Montebourg notamment, Voilà, pour ne pas le citer, qui a dénoncé la rente de l'immobilier, voilà, cher monsieur. Nous serions des rentiers, nous gagnerions de l'argent en dormant, donc évidemment c'est un métier formidable. Il y a peu qui... Je ne pense pas que ça soit le cas, j'en suis même à peu près persuadé. La question, alors, d'où vient cette prise de position du ministre? Il y a un rapport qui est réalisé par 2 Européens, 2 Néerlandais ou un Néerlandais et un Flamand, me semble-t-il, et qui, en quelques lignes, viennent nous démontrer que, effectivement, l'épargne a été captée par l'immobilier au lieu d'être fléchée vers l'industrie porteuse de plus-value, de valeur ajoutée, etc., etc. Bon. Il faut bien dire que nous contestons complètement. D'ailleurs, la phrase qui sortait, la phrase finale, c'était « Est-il normal en France que Vinci se porte mieux que PSA ?» Voilà, tout était dit dans cette phrase. Hein. Bon, donc nous sommes vent debout contre ce rapport qui effectivement instille une idée comme quoi l'immobilier serait responsable de tout. La question, c'est de savoir finalement, est-ce que l'industrie, à un moment ou à un autre, a-t-elle manqué de capitaux? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment ou à un autre, l'industrie s'est trouvée en pénurie de ressources longues? Et là, vous posez le problème du fléchage de l'épargne des Français, notamment vers le financement long, vers l'industrie. Nous pensons que non, et il y a un certain nombre de pays où on peut montrer qu'effectivement, on peut avoir une activité immobilière soutenue et une activité industrielle soutenue. N'oublions pas, pardon, je voudrais juste terminer sur ce point parce que c'est vraiment un point extrêmement important. Oui, bien sûr. Il ne sûr. faut quand même pas oublier l'augmentation des charges, il ne faut pas oublier les 35 heures, il ne faut pas oublier un certain nombre de choses qui sont venues faire souffrir en quelque sorte notre industrie. Et aujourd'hui, finalement, on paye ce type de politique. Donc, tout mettre sur le dos de l'immobilier, ça me semble bien facile. Et ces 2 rapporteurs, néerlandais et flamands, à mon avis, n'ont pas vraiment démontré, loin de là, que l'immobilier était responsable de tous les maux. Mais alors, quand même, Didier Ridoré, quand on dit que, effectivement, l'immobilier cher, que ce soit l'immobilier d'entreprise ou l'immobilier pour les particuliers, renchérit le coût de l'activité pour les entreprises, renchérit la demande des salariés qui ont besoin d'être plus payés dans notre pays pour payer leur loyer. Que répondez-vous à ça? Eh bien, alors, c'est vrai que les Français ont une appétence particulière pour la pierre. Oui. C'est incontestable. La fameuse pierre, oui. La fameuse pierre, nous y sommes attachés. D'ailleurs, il faut voir certains succès en termes de visite de monuments. On sait bien que le Français aime bien visiter les bâtiments, etc. Et pour lui, en plus, avoir sa maison, avoir son logement, c'est un objectif tout à fait important. Donc, c'est vrai qu'il y a une véritable appétence pour la pierre. Mais on en est toujours à la même question. En fait, pourquoi cet immobilier, d'après ce que vous dites, pourrait-il renchérir le coût des entreprises? Parce qu'il faut construire évidemment des hangars, etc. On en est toujours parce qu'on a un manque de foncier et parce qu'il y a une insuffisance d'offres si on prend le volet logement. Il ne faut pas oublier que les coûts de construction sur un prix de vente ne représentent que 50%. À peine 50%. Alors, tout dépend où vous êtes. Mais en moyenne, les coûts des entreprises de bâtiments, c'est à peine 50% du prix final. Alors en même temps, ils ont beaucoup augmenté ces dernières années en France, même s'ils sont à peu près dans la moyenne. Je regardais vous parlez des coûts de construction d'entreprise ou les prix? Les prix. Alors c'est vrai qu'ils ont augmenté plus vite que le revenu. D'ailleurs, ça a été tout à fait clair lors de ces rencontres du bâtiment lorsque nous avons abordé ce sujet. Oui. Néanmoins, si vous y ajoutez la diminution du coût de l'argent, vous apercevez que... parce que je comprends. Vous savez que l'argent est devenu très bon marché, en quelque sorte, si vous empruntez sur des durées longues. Eh bien, à ce moment-là, le coût de l'argent qui a diminué a largement compensé ces coûts de construction qui ont effectivement augmenté. Mais, je tiens à souligner, si vous rajoutez les normes et les réglementations, d'ailleurs, là encore, c'est trop a repris, je pense, d'une manière tout à fait claire, si vous rajoutez l'ART 2012, réglementation technique 2012 pour faire simple, qui met un certain nombre de contraintes en termes de performance énergétique, thermique, etc., et acoustique, si vous rajoutez les normes pour l'accessibilité, par exemple, mais bien d'autres, eh bien, effectivement, là, parfois, on trouve les clés
Et on trouve l'explication de ces augmentations de coûts de construction. Alors, Didier Ridoré, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire sur donc cette logique, là aussi, d'accusation, de détournement de l'épargne au profit de l'immobilier et qui n'irait pas assez vers l'économie productive? Alors, dans la même lignée, est-ce qu'on peut faire en sorte qu'une partie, par exemple, et c'est ce sur quoi planche le gouvernement aujourd'hui, qu'une partie de la collecte de l'assurance vie, les fameux 1300 milliards, 1400 milliards collectés tous les ans, que quelques dizaines de milliards soient fléchés vers la construction? Qu'est-ce que vous en pensez? En même temps, les assureurs disent oui, mais c'est bien gentil, ce ne sont pas des secteurs rentables. Et la rentabilité est faible. Et la liquidité est parfois pas au rendez-vous. Pour nous, c'est une excellente idée. Ouais. Bien évidemment, voir un certain nombre de milliards fléchés sur l'activité construction pour des logements intermédiaires, parce que là aussi, il y a un sujet, évidemment, le sujet du logement est toujours très compliqué, parce que vous avez, on parle toujours du fameux parcours résidentiel pour un primo-accédant, c'est-à-dire il commence dans un petit logement, en fonction de ses revenus, soit c'est un logement HLM, etc. Et ce qu'il souhaite, évidemment, c'est tout au long de sa vie, eh bien, augmenter la qualité de son logement. Et on s'aperçoit qu'il y a un gap qui est toujours très compliqué à franchir. Ce sont les gens qui sont dans les logements HLM et qui veulent soit acquérir un bien ou soit louer un bien dans le secteur, on va dire, privé. Et donc, effectivement, sur ces logements dits PLI, loyer intermédiaire, il y a un véritable besoin. Donc, les assureurs et les banquiers ont été très fortement et sont très fortement sollicités par le gouvernement. Mais vous seriez favorable à ce qu'éventuellement il y ait même une partie obligatoire qui soit fléchée vers le secteur? Alors, c'est effectivement un point qui nous semble tout à fait intéressant. Après, il y a un certain nombre de problèmes, puisque les assureurs disent finalement la rentabilité du logement est insuffisante. Elle est aujourd'hui, dans le meilleur des cas, entre 2 et 3%, ce qui est faible et ce qui est insuffisant pour les assureurs vie, parce qu'il faut qu'ils puissent donner des rentabilités supérieures à leurs clients. Mais j'espère que nous irons dans cette voie, parce que nous avons besoin de cette source de ressources longues, parce que nous avons besoin de ces ressources financières pour justement accroître la construction de logements. Alors, Didier Ridoré, sur la problématique dans la campagne à laquelle vous faisiez allusion, trop c'est trop, Oui, vous êtes payé des encarts publicitaires dans la presse, on a vu tout ça, vous dénonciez la concurrence déloyale des entreprises étrangères, on a tous vu les reportages à la télévision sur les entreprises espagnoles, les plombiers ou tous les corps de métier polonais, effectivement, il suffit de se balader à Paris, on voit beaucoup de chantiers, effectivement, où les camionnettes sont immatriculées en Pologne, nous sommes bien d'accord. Alors pour vous, c'est une concurrence déloyale. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ou pas? Ou est-ce qu'on est là au pif, ouais. Alors, c'est un peu la difficulté du sujet. Nous sommes plutôt, plutôt au pif que la statistique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Combien d'emplois ça pourrait tuer en France, vous pensez? Cette concurrence déloyale, effectivement, il n'y a pas les 35 heures, on les voit souvent travailler le dimanche, tout ça est vrai, et les salaires sont sans commune mesure. Alors, en plus, ils ne reversent pas toujours la TVA qu'ils ont collectée. Voilà. Si vous me donnez 2 minutes pour aborder le sujet, parce que je pense que c'est un sujet important. J'imagine que c'est d'accord pour vous. Concurrence étrangère, si on rentre dans le champ de la concurrence déloyale, il faudrait y ajouter les auto-entrepreneurs, qui également créent une concurrence déloyale. Mais là, on attend le rapport Pinel, pour savoir si les métiers du bâtiment pourront être exclus du statut. Restons sur les... C'est notre demande, depuis le premier jour, Restons, si vous voulez bien, sur donc l'ouvrier polonais ou espagnol, et voir l'entrepreneur, voir les grandes entreprises, les grands du BTP, qui parfois font appel à eux aussi. Bien sûr. Ça fait beaucoup, tout ça. Bien sûr, ça fait beaucoup. Alors, comment ces entreprises, on va se limiter à l'Union européenne, comment ces entreprises ou ces travailleurs viennent-ils sur le territoire? Ils viennent de 2 manières. Soit vous avez des entreprises donc de l'Union européenne qui répondent à d'autres entreprises françaises et à ce moment-là qui viennent travailler en sous-traitance. Soit elles répondent directement à des marchés, appels d'offres privés comme appels d'offres publics. On a vu sur Toulouse aujourd'hui un énorme chantier qui a été attribué à une entreprise espagnole. Soit ce que l'on dit moins, et vous venez quand même de le dire, ces entreprises étrangères s'adressent directement à des clients dits particuliers. Bon. Alors qu'est-ce que vous demandez? Après, vous avez une autre forme. Ce sont des entreprises qu'on peut qualifier d'intérimaires qui proposent du personnel, c'est-à-dire des salariés de l'Union européenne, à des entreprises françaises. Ce qui est un peu différent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, quelle que soit cette forme, ces 2 formes que je viens de décrire, entreprise ou travailleurs dits intérimaires qui viennent travailler sur notre territoire,
ils sont soumis à une directive européenne qui s'appelle la détachement, la 96/71, et ils doivent respecter un certain nombre de règles. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, vous estimez. C'est ça que vous demandez au gouvernement. Sans revenir sur le conflit et la polémique du plombier polonais. On se souvient il y a quelques années. Nous disons que ces entreprises et ces travailleurs ne jouent pas le jeu et ne respectent pas les règles de cette directive qui dit une chose très simple. Celui qui vient travailler en France doit respecter les lois et les règles. Donc ça veut dire que vous demandez françaises. plus de contrôle, si je comprends bien, notamment de la part des services de l'État. On demande plus de contrôle. Et plus de discipline de la part de vos entreprises, de vos adhérents? Alors, vous savez, après, quand vous avez 57 000 adhérents, quand vous représentez les 2 tiers de la production et les 2 tiers des effectifs d'une profession, ce qui est le cas de la Fédération française du bâtiment, vous ne pouvez pas être derrière chaque adhérent. Donc vous travaillez pour, je dirais, l'intérêt général. Donc vous défendez une ligne politique. Nous sommes les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme sur ce sujet de la concurrence étrangère déloyale. Donc nous demandons plus de contrôle. Nous demandons, c'est un peu technique, mais je pense qu'ici, on est bien dans ce cadre d'émission pour expliquer ça, nous demandons une autoliquidation de la TVA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise étrangère qui vient travailler sur le territoire national facture ses prestations TTC. Bien sûr, oui. Elle est payée TTC. Donc elle collecte. Et elle repart dans son pays d'origine sans décollecter, sans reverser au Trésor. Nous demandons tout simplement à ce que l'entreprise donneur d'ordre règle directement sa TVA au Trésor. Donc le Trésor a trouvé cette idée merveilleuse. Ça représente à peu près 300 à 350 millions d'euros. Alors, on va conclure. Est-ce que vous avez l'impression d'être mal aimé et qu'aujourd'hui les pouvoirs publics vous entendent un peu mieux? Donc Mme Duflot a finalement fait, même si vous estimez qu'il est trop orienté, fait un nouveau dispositif de type cellier pour l'investissement locatif. On attend un plan là du gouvernement, un plan de sauvegarde en quelque sorte du métier, c'est ça? C'est ça que vous demandez de la part des autorités? Nous avons, pour reprendre votre expression, nous avons été très aimés en 2009, puisqu'il y a eu un certain nombre de mesures, et en 2011, donc 2 ans après, nous avons été un peu délaissés. Bon, mais ça, c'était déjà sous le gouvernement précédent. C'était sous le gouvernement précédent. Quand vous regardez en août 2011, plan Fillon 1, ensuite plan Fillon 2 en novembre 2011, vous avez une rafale de mesures, de décisions qui ont été prises. L'imposition des... On ne va pas le détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est vrai. Donc pour vous dire qu'on a été effectivement, ça fait maintenant à peu près 18 mois, voire 20 mois, que le secteur de la construction a été vraiment stigmatisé. Alors, pour à mon avis, tout un tas de fausses raisons. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce secteur représente à peu près 6 à 7% du PIB quand même. Ce n'est pas tout à fait neutre. Bien sûr, Et bien, si nous ne prenons pas garde, ce sont des milliers d'emplois qui vont continuer à être détruits. Bon, et aujourd'hui, vous avez l'impression donc, que le gouvernement revoit un peu sa copie, pourrait revoir par exemple la TVA sur les travaux d'entretien énergétique. Sur les objectifs du gouvernement, 500 000 neufs, 500 000 à rénover thermiquement, on ne peut pas demander beaucoup mieux. C'est ce que nous demandons depuis des années. Alors, après, il faut mettre les moyens en face de ces objectifs. Donc le neuf, le dispositif Duflot, il existe, c'est bien, mais il ne sera pas suffisant. Il faut augmenter l'attractivité des prêts à taux zéro pour les primo-accédants. Il faut mettre en place un certain nombre, vous l'avez signalé, des assureurs de manière à ce qu'ils puissent venir. Et puis sur tout le volet énergétique, il faut effectivement obtenir une TVA à taux réduit. Et cette TVA à taux réduit, pour doper cette activité travaux énergétiques, il faut la mettre à 5, très clairement. On n'arrivera pas à mobiliser les Français sur ce sujet de la rénovation énergétique si on n'a pas un outil puissant. Et l'outil puissant, c'est la fiscalité. Puissiez-vous être entendu, l'outil puissant, c'est la fiscalité. Je crois que personne ne vous contredira. Merci d'avoir été notre invité, Didier Ridoré, président de la FFB sur Exerfi Canal. Merci. Merci.